Par la suite, les auteurs du 19e vont justifier ce coup d'État. Je ne peux pas passer à côté de l'occasion de vous citer du Michelet. Parce que à chaque fois, mon cœur se... Alors, Michelet, dans son histoire de la Révolution française, elle emportait cette nuit l'immense et pénible songe des 1000 ans du Moyen-Âge, donc toujours on végète au Moyen-Âge, on dort. L'aube qui commença bientôt était celle de la liberté. Depuis cette merveilleuse nuit, plus de classe des Français, plus de province, une France. Et Pierre Larousse, dans son grand dictionnaire du 19e siècle, il suffit d'un vote de constituant pour venger la nation de la tyrannie incessante de 12 siècles, tant il est vrai que le bonheur du peuple est facile à faire quand ceux qui le gouvernent s'occupent moins d'eux-mêmes que de lui. Moi, ça m'émeut. Alors, de tous ces droits... j'ai pris, je pense, que celui qui est le plus... peut-être que le mensonge pouvait fonctionner encore au 19e et au début du 20e. Mais alors, moi, ce qui va me faire le plus rire, c'est l'impôt au Moyen-Âge. Parce que alors, si on va comparer l'impôt d'aujourd'hui et l'impôt du Moyen-Âge, alors là, je prends n'importe qui sur un ring et on va comparer, parce que là, c'est magnifique. Donc, le paysan médiéval est taillable et corvéable à merci, vous êtes tous au courant, et le peuple croule sous l'impôt. Et alors souvent dans les manuels, même les manuels, j'ai enseigné, et on en parle en 5e, parce qu'on fait le Moyen-Âge. Sens, champard, taille, dîme, gabelle, main morte, formaillage, banalité, ton-lieu, et bien sûr corvée en tout genre. Alors on va faire méthodiquement impôt par impôt. Le champard et le sens sont des loyers de la terre. Donc est-ce qu'aujourd'hui vous comptez votre loyer dans votre impôt? Je crois pas. Enfin... Et même l'impôt de votre commerce, par exemple, si vous êtes commerçant. Non. Et alors, le champard et le sens, c'est deux sortes de loyers différents. Le sens, c'est un loyer fixe que vous allez payer par année. Et le champard, c'est un pourcentage de la récolte. C'est ça. Et donc, en fait, on pratique l'un ou l'autre. Vous avez des pays où les terres sont en champard et les terres sont en sens. Vous payez jamais le sens et le champard, d'accord? C'est l'un ou l'autre. Donc déjà, les mettre côte à côte, c'est un mensonge. Vous ne payez pas les deux. Alors, la main morte et le fort mariage. La main morte, c'est un droit de succession. Donc aujourd'hui, on ne paye plus de droit de succession. Vous êtes au courant? Et le fort mariage, c'est une taxe qui est payée si un cerf veut se marier avec un cerf qui est sous qui cultive une terre, donc qui est la fille d'un autre seigneur, donc d'une autre communauté. Donc vous la payez pas si vous vous mariez dans votre communauté, et vous la payez une fois. Vous vous mariez une fois, deux à la limite si vous êtes veuf. Et de toute façon, c'est le principe de ne pas morceler la terre. Et donc voilà, donc là le fort mariage, on le paye qu'une fois dans sa vie. Et si on se marie avec une serve qui est, ou même une femme libre, hein, parce que ça existe, qui est de sa communauté, on ne le paye pas. La ton-lieu, c'est un péage. Donc aujourd'hui, quand on se balade sur les autoroutes et qu'on gare sa voiture au parking, on paye plus de péage, vous êtes au courant. La banalité, c'est une taxe qui est liée au droit de banc que détient le seigneur. Donc le paysan payait un droit pour utiliser le moulin, le pressoir, le four à pain. Donc inadmissible que quand vous utilisiez la machine de quelqu'un ou que vous demandiez un service, on vous fasse payer. Hein, aujourd'hui, ça n'a plus cours. Et alors, le mieux du mieux, c'est la gabelle, parce que c'est un impôt royal sur le sel, d'abord, et ensuite c'est devenu un impôt sur d'autres produits de consommation, comme le vin. Et elle est née à l'époque moderne, et elle ne concerne pas le Moyen-Âge, mais ça dérange pas les auteurs de certains manuels de la rajouter aux impôts médiévaux. Ça mange pas de pain, mais la gabelle. Alors que justement, c'est la centralisation monarchique qui a imposé cet impôt. Les deux seuls impôts directs sont donc la taille et la dîme. Alors, la taille, c'est 1/6 de la récolte de blé, ce qui fait 16% des revenus. Moi, j'aurais même être taxé sur 16% de mes revenus. Ça ne me dérange pas du tout de revenir à l'impôt médiéval, parce qu'il me semble que les gens qui payent des impôts sur le revenu, c'est pas 16%. Ça va dépendre des tranches, mais 16%. Hein. Et alors, surtout, c'est 16% des revenus de la récolte. Donc, en tant que paysan, ça exclut votre potager privé, vos animaux de basse-cour et tous vos divers travaux différents. Et par exemple, le dérobé à la jachère. Hein, la jachère n'est pas seulement une manière de faire reposer la terre, c'est avant tout un principe fiscal. Parce que l'année de jachère, où on met des animaux qui pèsent sur la jachère, ou alors on fait des pois, des fèves, et ça s'appelle du dérobé à la jachère. Vous emmagasinez de la lentille, du pois, et en fait c'est pas imposable, c'est pour vous. Et la dîme est payée pour assurer à l'église un revenu
en propre et la rendre indépendante. Donc la dîme, elle est payée en nature, pareil, sur le blé. Donc les années où vous ne faites pas de blé, ou si vous avez des animaux, ça ne vous concerne pas. Et là, je vais citer Jacques Herse. Le prélèvement ne s'appliquait pas donc à toutes les récoltes, mais principalement au blé. Il n'atteignait pas les 10%, loin de là. Ça dépend des provinces, puisque ça dépend des privilèges dont je vous ai parlé. Sur l'usage ensuite, outre l'entretien du clergé et l'exercice du culte, les messes et les prières auxquelles nombre de civilisations consacraient et consacrent encore tout naturellement des sommes appréciables, l'Église assurait alors une part notable de l'assistance publique, hôpitaux, hospices, maisons-dieu, aumônes, enfants abandonnés, et l'enseignement dans les paroisses et petites écoles. Faut-il comparer ces prélèvements de 5 à 10% à ceux d'aujourd'hui pour notre sécurité sociale et nos systèmes d'éducation ? On pourrait faire une petite comparaison si ça pourrait être intéressant. Surtout, la dîme, ça rend l'Église indépendante, parce qu'elle peut rémunérer comme ça son clergé. À l'époque, alors moi je veux bien qu'on pense différemment, mais si on veut aborder une époque, il faut essayer de se mettre dans sa mentalité. Nous, aujourd'hui, si on a quelqu'un qui est malade à la maison et qu'on ne l'amène pas à l'hôpital, tout le monde va être outré. Dire, comment est-ce possible ? Tu es inconscient, cette personne est malade, elle est en train de faire une crise d'asthme, il faut l'amener à l'hôpital. Bon, à l'époque, on pensait exactement comme ça à propos de l'âme, d'accord ? Donc, il était très important pour les gens d'avoir un service ecclésiastique et d'y faire appel pour soigner son âme de la même manière qu'aujourd'hui on soigne son corps. Donc les gens étaient tout à fait d'accord pour payer la dîme. Et en fait, une des clés de l'abolition de la dîme qui a été voulue à corps et à cri par la bourgeoisie qui avait, comme Voltaire par exemple, qui avait acheté des seigneuries ou la noblesse de robe, qui pouvait aussi posséder la terre, c'est que par rapport au libéralisme, vous pouvez encore aujourd'hui en voir quand vous allez dans certaines villes, il reste encore des greniers à dîmes ou des granges à dîmes. Donc en fait, si vous voulez faire du libéralisme économique et que vous avez l'Église qui stocke énormément de grains dans ces greniers, bah c'est pas possible parce que ça fait du. Donc une des clés de l'abolition de la dîme, bon déjà c'est pour si vous abolissez l'Église, vous abolissez la dîme. Ensuite, elle est plus indépendante, donc elle va être accrochée à l'État. Et surtout, vous allez pouvoir faire du libéralisme économique sur le pain, puisqu'il n'y a plus ces immenses greniers qui vont évidemment faire baisser le prix, parce que l'important c'est de faire de la rétention pour faire monter le prix. Donc, pour finir sur l'impôt, la centralisation monarchique va ajouter de nouveaux impôts. Donc en fait, comme d'habitude, le moment le plus difficile à vivre, ça va être le début de la période moderne, parce qu'en fait, il y a les impôts des seigneurs et les impôts de ces États, on va prendre l'exemple de la France, qui sont en train de naître, qui vont commencer à se chevaucher. Donc c'est pour ce faire que les rois capétiens vont affranchir les serfs moyennant finance, les serfs vont racheter leur liberté et ils vont abolir certains droits comme les droits de fort mariage et de main morte pour pouvoir faire que les gens aient assez d'argent pour payer les impôts royaux, le centième, le vingtième, la gabelle, la capitation. Donc en fait, il n'y a pas de... voilà, ils vont enlever ces impôts qui étaient payés aux seigneurs pour les récupérer. Et il y a eu des moments avec de grandes révoltes à la fin du Moyen-Âge et au début de l'époque moderne, parce qu'il y a eu des endroits où ces impôts se sont mis l'un sur l'autre. Donc ils ne pouvaient pas payer des impôts à la fois à leurs seigneurs et à la fois au roi. C'était trop. Pour finir sur l'impôt, pour essayer de faire une comparaison, j'ai François Hinckleur, qui est un historien marxiste de l'époque moderne, qui essaye comme ça de faire des comparaisons. C'est toujours un peu casse-binette de faire des comparaisons parce que c'est compliqué, mais il dit quand même quelque chose d'intéressant par rapport à cette nuit du 4 août. Utilisons un étalon artificiel qui a l'avantage d'être parlant. Sur les 22 millions d'habitants que compte probablement la France, elle devait payer 470 millions d'impôts, ce qui fait une moyenne. Je ne suis pas pour le principe de la moyenne, mais c'est intéressant, entre 18 et 19 livres. À ce moment, le salaire journalier d'un compagnon maçon, c'était à peu près 1 livre. Ainsi, un salarié moyen travaillait un peu plus de 7 jours, juste avant la Révolution française, 17 jours, pardon, pour payer ses impôts directs. Qu'en est-il aujourd'hui? Avec un taux d'imposition moyen avec 56,9%, chiffre de 2013, il faut 208 jours de travail pour payer en moyenne ses impôts directs sur l'année. Donc même s'il se trompe et que maintenant c'est pas 20 jours, c'est 40 jours, même s'il s'est trompé, on double son estimation,
on est quand même très très loin. Voilà. Et alors, il se demande si la Révolution française a servi à améliorer notre condition. La question reste ouverte. Donc voilà. Là, parce que j'essaie d'expliquer comment fonctionnent les mensonges. Si vous mettez tous les impôts que doivent payer les gens en ajoutant les impôts qu'on paye une fois ou les taxes qu'on paye une fois dans sa vie, on peut dire n'importe quoi. Donc moi, je me suis dit, on peut anticiper sur un manuel scolaire des années 2400, par exemple. Donc, le salarié de l'an 2000 était écrasé d'impôts, impôts sur le revenu, taxes foncières, taxes d'habitation, TVA, taxes sur les produits pétroliers, CSG, taxes sur l'alcool, le tabac, redevances télé, droits de succession, droits de donation, droits de mutation, timbres fiscaux dès qu'on désirait des papiers officiels. Dès que le salarié voulait faire quelque chose, il lui fallait un permis de voiture, permis de chasse, permis de bateau, très onéreux. S'il voulait échapper à sa condition de salarié, il devenait petit patron ou auto-entrepreneur, il fallait payer la licence, les charges patronales, le RSI, il fallait respecter tellement de normes étranges et arbitraires que notre salarié faisait faillite. L'assurance était obligatoire en cas d'accident, mais aussi pour la maison, pour la voiture, sans oublier la complémentaire. Voilà, on peut le faire, hein. L'idée vraiment qui prédomine et qu'on voit encore aujourd'hui dans beaucoup de téléfilms qui ont attrait à l'Ancien Régime, à la période médiévale, c'est le faible et le fort. C'est-à-dire on a l'impression que le fort pouvait faire n'importe quoi et que les gens étaient opprimés et qu'il n'y avait pas de contre-pouvoir. Donc, dans les 3 gros mensonges sur le Moyen-Âge, c'est les droits du seigneur, à savoir le droit de cuissage, le droit de ravage ou le droit de prélassement. Donc il y a un livre entier qui a été consacré au droit de cuissage. Je veux dire, réfléchissons 5 secondes. Donc, la tyrannie de l'Église est telle que vous ne pouvez pas bouger un petit doigt de pied sans que vos curés le sachent, mais le curé est d'accord pour que le seigneur viole le sacrement du mariage. Il y a quand même un moment, c'est pas possible. Parce que donc, le droit de cuissage dit que dans certaines régions, sur certaines conditions, dès qu'un serf se mariait avec sa serve, le seigneur avait le droit de profiter de la femme pour sa nuit de noces. Donc, le livre, Régine Pernoud nous en parle, et donc ce livre sur le droit de cuissage, évidemment, le nom de son auteur m'échappe, je pourrais vous le redonner, explique qu'en fait, ce sont dans les pays de droit oraux, comme on signe pas beaucoup de papiers, il faut qu'on fasse des actes symboliques, d'accord, dont on a gardé aujourd'hui des traditions. Voilà. Et au mariage, il y a plein de choses symboliques. Aujourd'hui, on a encore gardé l'idée de la jarretière, par exemple, ce genre de choses. Et donc, il y avait l'idée que pour que le serf, par exemple, en cas de fort mariage, dont je vous ai déjà parlé, pour que le seigneur, accepte que le serf se marie dans une autre... il pouvait rentrer dans la chambre, passer son pied dans le lit pour dire symboliquement qu'il était d'accord et qu'en fait, de rites comme ça, Voltaire en parle. Et puis ensuite, voilà, on a brodé sur le droit de cuissage. Le droit de ravage, c'était... On a raconté que le seigneur avait le droit il était à la chasse, il suit un sanglier et il peut ravager son champ. Je vous rappelle que son impôt, c'est un sixième des récoltes. Donc, le type qui va ravager son champ, ça n'a quand même ça n'a pas de sens. Alors, le droit de prélassement, c'est mon préféré. C'est le seigneur, lors des nuits d'hiver, il était à la chasse, il avait le droit d'éventrer un de ses cerfs pour se chauffer les pieds dans ses entrailles fumantes. Donc, ce qui est horrible, c'est de penser que c'était des droits. Je veux dire, les téléfilms nous montrent un seigneur qui a le droit de tuer quelqu'un dans la rue comme ça en plein jour. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas des seigneurs qui ont abusé au Moyen-Âge et qu'il n'y avait pas évidemment de toute façon, beaucoup d'archives du Moyen-Âge, c'est des procès ou des réglementations. Donc, qu'il y ait eu ça et là des gens qui aient abusé, je veux dire, est-ce que encore aujourd'hui ça n'existe pas? Il me semble que si, mais de dire que c'était le droit, est-ce que vous imaginez une société dans laquelle on aurait le droit de tuer, d'accord? Une société chrétienne, une société dans laquelle on aurait le droit de tuer, c'est un peu bizarre, mais alors une société chrétienne dans laquelle on aurait le droit de tuer, alors que c'est un commandement, c'est ridicule. Donc, bien évidemment, et c'est comme aujourd'hui, les puissants, ils faisaient, je vais être vulgaire, ils faisaient leur saloperie porte close et personne ne le savait. Vous imaginez bien qu'un seigneur, il n'allait pas sur la plage du marché et il pouvait pas tuer quelqu'un comme ça en plein jour, puis ranger son épée, puis repartir comme ça. Non, bien évidemment, je veux dire, ça n'a aucune sens. Donc c'est vraiment une idée toujours vivante aujourd'hui que le droit n'existait pas, que la société dans son entier était soumis au pouvoir féroce d'un seigneur. Et surtout, c'est que les archives nous disent le contraire. Donc, j'avais l'archive
donc cité par Georges Duby, c'est les archives des Bouches-du-Rhône. Donc on est pas très, donc Bouches-du-Rhône, on ne doit pas être très loin de Marseille, donc dans les années, j'ai pas l'année, 1337. Donc an de l'incarnation du Seigneur 1337, le 25 juillet. Je vais essayer de vous résumer. Donc vous avez la noble, là c'est la femme du Seigneur, le Seigneur doit être parti, qui est elle est en train de se battre avec sa communauté villageoise pour des droits de pâture, d'accord? Alors comment est-ce que ça se passe? La puissante dame Rébaud de Cossol, donc dame du dit lieu, d'une part, elle est contre Michel Guizol et Guillaume André, hommes du dit village, en vertu des pouvoirs conférés par eux par la majorité des hommes. C'est-à-dire que la communauté villageoise s'est réunie et elle a voté et elle a élu 2 personnes qui vont aller représenter le village à cette négociation. Comment est-ce que ça s'est fait? Donc ça a été fait en parlement public par moi, le notaire, qui écrit après que hier matin ait été fait une criée par Pierre Bien, criée qui a été fait par le mandement du bailli. Alors comment ça se passe, cette société qui n'est pas organisée? Vous avez le bailli, c'est-à-dire le représentant du roi, qui dit d'accord, pour que tout le monde soit au courant, on va organiser une criée. Donc la personne va passer dans les villages et va lire un texte. Le bailli fait écrire par le notaire, la criée a lieu, le crieur dont on a le nom passe dans tous les villages, dit demain il y a réunion, comme ça, parce que j'imagine qu'il y a des petits hameaux, les gens se réunissent et là ils votent et ils vont finir par obtenir gain de cause dans ces histoires de pâturage, ils vont se séparer, on est toujours un peu dans cette idée médiévale. Donc l'hiver, la dame va avoir les droits de pâture, par contre l'été, les pâturages seront pour les paysans, alors à moins que ça soit l'inverse. Donc là on a quand même une société qui est extrêmement organisée, tout est pensé, tout fonctionne, on a les noms, c'est fait dans les règles de l'art, et la communauté villageoise qui a élu, tiens, il y a des élections, ça veut dire que c'est démocratique, c'est bizarre, élit des gens pour les représenter dans une affaire bien précise, et ils obtiennent un gain de cause qui est la base de la société médiévale. On n'est pas dans des procès à l'américaine où le but est de détruire son adversaire et d'obtenir des dommages et intérêts. Le but est de trouver un compromis. Ce qui restait de la justice médiévale en France et qui est en train d'être détruit par les lois Macron, c'était la justice prud'homale, qui était un prud'homme, ça venait du Moyen-Âge, et c'était, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont eu affaire ici au prud'homme, qui était vraiment, ça fonctionnait très bien, puisque le but c'était l'entente, de mettre les gens et de faire respecter les droits de chacun. Ça, c'est vraiment la vision de la justice médiévale. L'intérêt, c'est d'obtenir un accord. Et là, on voit bien que la communauté villageoise a obtenu un accord. Ils se sont entendus et ils ont décidé que voilà, ça allait s'organiser. Donc, je vais aborder maintenant la troisième et dernière partie. Ça va, vous tenez le... Donc, ma prétention est de vous montrer que l'égalité d'éducation n'est pas une utopie, que c'est un principe, qu'elle est un droit incontestable et qu'en pratique, cette utopie apparente est dans l'ordre des choses possibles. Discours de Jules Ferry. On arrive à la Troisième République. L'histoire de France et des Français, c'est celle de son affranchissement. D'accord ? Nos ancêtres, les Gaulois, vivaient dans des huttes basses. C'était dans un manuel d'histoire. Les mecs, ils étaient même pas assez intelligents pour faire des maisons à leur taille. Et là, un jour, il y en a un qui a dit « Eh, si on rehaussait la porte ?» Pas bête. Pas bête, Roger. Donc, ça change. Parce que là, on est toujours dans mon idée, hein, je vous ai parlé des humanistes, je vous ai parlé des protestants, des Lumières. Là, il y a quelque chose de nouveau qui se passe parce que Rousseau, dans la Nouvelle Héloïse, il disait « N'instruisez pas l'enfant du village, car il ne convient pas d'être instruit. » Et Voltaire, dans l'essai d'éducation, enfin, il répondait à La Chalotais, qui avait écrit un texte qui s'appelait « Essai d'éducation nationale », il disait « Je vous remercie d'avoir proscrit l'étude chez les laboureurs, moi qui cultive la terre. » Il possède des terres, hein, il n'est pas derrière la charrue. « Je vous présente requête pour avoir des manœuvres et non des clercs tonsurés. Il est à propos que le peuple soit guidé et non pas qu'il soit instruit. Il n'est pas digne de l'être. » Donc voilà, on est vraiment dans les Lumières. Donc, que ce soit, donc je vous ai dit, les humanistes et ensuite les Lumières, c'est des mouvements très élitistes. Et là, il se passe quelque chose au moment de la Troisième République. C'est, en fait, les républicains, ils inventent l'école et l'éducation pour tous. Déjà, jusque-là, on n'y avait pas pensé non plus. Et il y a vraiment une volonté, il faut instruire le peuple. Donc,
il y a un renversement qui se crée. Donc, en 1882, donc c'est les réformes Jules Ferry, il y en a eu plusieurs. Les francs-maçons, les libres penseurs, les anticléricaux et les protestants libéraux sont à la barre. Hein. Le ministre de l'Intérieur et des Cultes, c'est Ernest Constant, c'est un franc-maçon. Et Léon Say au ministère des Finances, c'est un protestant. Jules Ferry, franc-maçon du Grand Orient, loge de la Clémente Amitié, se marie sur le tard avec une protestante calviniste. Et c'est vraiment le symbole de tous ces gens qui ont fait cette réforme de de l'école de la Troisième République. C'est franc-maçons et protestants ensemble. Donc évidemment, à la barre, Jules Steg, pasteur protestant de Libourne, qui deviendra ministre de l'Instruction publique en 83. Ferdinand Buisson, pasteur protestant de Neuchâtel, qui est à la direction de l'enseignement primaire, qui en 1890 est professeur de pédagogie à la Sorbonne, et alors lui, il est déjà là présent, et c'est lui qui va rédiger les textes de 1905 de la séparation de l'Église et de l'État. C'est un pasteur. Hein. Il est en plus partisan du capitaine Dreyfus, et comme si ça ne suffisait pas, c'est lui qui a créé la Ligue française des droits de l'homme. Voilà. Et notre troisième, donc Steg, Buisson et Félix Pécaud, pasteur protestant, inspecteur général de l'instruction publique, chargé par Ferdinand Buisson de fonder l'école normale supérieure des jeunes filles, qui va être dirigée par Jules Steg. Donc, il se passe les trucs, tiens, t'en veux, je le crée, je te le donne. C'est vraiment, nos trois pasteurs protestants, ils représentent le courant ultra-libéral, et ils sont tous les trois passés par la franc-maçonnerie, donc ils ont la double casquette, et c'est eux vraiment qui mènent cette réforme, qui rédigent les textes, et notamment l'arrêté du 27 juillet 82, qui sont les programmes, parce que moi c'est ce qui m'intéresse là, annexés au règlement d'organisation pédagogique, donc, et qui va exclure les congrégations religieuses, et évidemment la mainmise de la République sur l'école. Jules Steg, il ne fait pas que être ministre et mener la réforme, il écrit directement des manuels, notamment les manuels publiés par Fernand Nathan. Donc, c'est presque encore plus beau que Michelet. Je crois que là on a trouvé un concurrent sérieux, un challenger. Depuis des siècles, donc Jules Steg, mon pasteur protestant, ministre de l'Instruction publique. Depuis des siècles, la France gémissait sous le joug des rois et des seigneurs. Ils étaient les maîtres et le peuple n'avait aucun droit. Ils travaillaient pour eux, ils payaient toutes les dépenses, il était foulé aux pieds et souvent il mourait de faim. On disait de lui qu'il était taillable et corvéable à merci, c'est-à-dire que ses maîtres pouvaient lui imposer à leur volonté toutes les corvées et toutes les contributions inimaginables, qu'on appelait la taille, le sens, la gabelle, la dîme. Quand il ne voulait pas travailler pour les seigneurs, on le battait et on le jetait en prison. Quand il ne pouvait plus payer les lourds impôts qui l'écrasaient, on vendait sa maison, ses outils, on jetait les pauvres gens dehors dans les bois où ils se nourrissaient d'herbes. Soumis à tous les caprices de ses maîtres, le peuple ne jouissait d'aucune liberté. Il ne pouvait ni suivre la religion qui lui convenait, ni diriger les affaires de la ville ou de son village, ni exercer les métiers qui vous convenaient. Donc là, on a un concentré de tout ce que je vous ai parlé depuis le début. Vous êtes sur le livre moral du petit citoyen. Paul Bert, qui était ministre de l'Instruction publique juste avant lui, donc un confrère, c'était un Bourguignon, il était né à Auxerre, libre penseur, lui, alors pas du tout protestant, libre penseur, franc-maçon, athée convaincu. Lors de l'affaire des congrégations, donc c'est-à-dire le moment où on a exclu les congrégations religieuses de l'enseignement, il présidait un banquet au Conseil général de Lyon. Il porte un toast à la destruction des deux phylloxéras. Donc on était en pleine crise du phylloxéra dans le vignoble bourguignon. Le phylloxéra qui se cache sous la vigne et le phylloxéra que l'on cache avec des feuilles de vigne. Donc c'est bien sûr l'Église catholique. Pour le premier, nous avons le sulfure de carbone et pour le second, l'article 7 de la loi Jules Ferry. Donc les congrégations religieuses n'ont plus le monopole de l'instruction. S'il ne répond pas à notre attente, nous n'hésiterons pas à chercher un autre insecticide plus puissant pour sauver la France. Et alors là, je vais vraiment vous citer, vous allez voir où est-ce que je vais en venir, la très belle citation de Pierre-Charles Victor Courdavaux, qui était professeur à la faculté de lettres de Douai. Il fait une conférence à sa loge de l'Étoile du Nord en 1880, et il dit « La distinction entre le catholicisme et le cléricalisme est purement officielle, subtile pour les besoins de la tribune,
Mais ici, en loge, disons-le hautement pour la vérité, le catholicisme et le cléricalisme ne font qu'un, et comme conclusion, ajoutons qu'on ne peut à la fois être catholique et républicain, c'est impossible. Alors moi, j'aime bien quand c'est eux qui le disent. Mais pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça? C'est parce qu'à partir de ce moment-là, la République, ça devient la France. Et la France, ça devient la République. Qu'est-ce que vous faites de l'histoire du Moyen-Âge? Elle ne peut pas rentrer. Là, c'est impossible de faire rentrer le Moyen-Âge et la société du Moyen-Âge dans cet état d'esprit. Ça n'a pas sa place. C'est-à-dire que la société médiévale, sa mentalité, sa culture, son organisation sociale et politique, ils ne peuvent pas être dissociés du christianisme et des institutions ecclésiastiques. D'accord? Donc, le Moyen-Âge, on ment évidemment sur lui et la République n'a pas d'autre moyen que de mentir ou, et on en est là aujourd'hui, ne plus l'enseigner, parce qu'il est en train de disparaître peu à peu des programmes, parce qu'elle ne peut rien en faire. Elle ne peut pas le faire rentrer dans le moule républicain. C'est pas possible, et de toute façon, toutes ces valeurs lui font horreur. Donc, les seules figures médiévales qui vont être sauvées des manuels, donc là de 1882-84, c'est Jeanne d'Arc, parce qu'il faut une héroïne, Saint-Louis, rendant la justice sous son arbre, jamais rendu sa justice sous un arbre, et Charlemagne, parce que on peut pas le laisser aux Allemands, qui viennent déjà de nous piquer l'Alsace et la Lorraine, alors on garde Charlemagne. Et voilà, toute la production philosophique, culturelle et politique, économique et sociale du Moyen-Âge est ensevelie donc sous un flot de mensonges, de poncifs et de ténèbres, en fait, à ce moment-là. Et il est gravé... Enfin voilà, on nous l'inculque à l'école dès qu'on est des petits pour des générations. D'ailleurs, pour ceux qui étaient là, je ferai une petite incise, le Tour de France par 2 enfants, qui a servi à lire à toute une génération, même à plusieurs générations de Français, a été écrit par une femme qui était calviniste, donc une protestante, et qui a, comme elle ne voulait pas dire que c'était une femme, qui a signé sous un nom de plume, c'était G. Bruno, et c'est donc par rapport au martyr de Giordano Bruno. Donc ceux qui étaient présents au moment de la conférence de Marion savent que donc voilà, on cherche encore quand, où et à quel moment a eu lieu le martyr de Giordano Bruno, parce qu'aux dernières nouvelles il était mort dans son lit. Donc voilà, j'ai trouvé ça assez marrant. Donc je vais conclure. Ces siècles de propagande ont porté leurs fruits, et aujourd'hui le Moyen-Âge est synonyme de barbarie et de terreur. Et aujourd'hui, il y a quelque chose d'encore pire qui se passe, c'est que les références culturelles sont oubliées. C'est-à-dire que pour comprendre les chapiteaux des églises, par exemple savoir que là, le saint avec son petit chien, c'est Saint Roch qui protège de la peste, qu'avec sa palme et sa plume de pan, on voit Sainte Barbe, que... celui qui l'avait fait mettre à mort, ayant été foudroyé, elle protège de la malmort, c'est-à-dire sans les sacrements, et de la foudre, et que par extension, elle est devenue la patronne des métiers dangereux liés aux explosions, tels que les artificiers, les artilleurs, et que du coup, les pompiers la fêtent encore aujourd'hui le 4 décembre. Puis vous rentrez dans l'église, et puis là, sur un vitrail, il y a une jeune femme qui vous sourit avec à ses pieds une roue crantée, que c'est Sainte Catherine d'Alexandrie, qu'elle est morte au IIIe siècle, qu'elle a encore fêté le 25 novembre, qu'elle est la patronne des jeunes filles non mariées après 25 ans, et que le rempotage des arbres se déroulant fin novembre, il nous a laissé comme dicton à la Sainte Catherine, tout bois meurt ou prend racine. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce que si on ne vous l'a pas appris, et que vous rentrez dans une église, par exemple, c'est ce qui nous reste du Moyen-Âge, ou que vous regardez un livre d'heures ou des peintures de cette époque, et que vous n'avez pas cette culture, vous ne comprenez rien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut faire un effort pour aller vers le Moyen-Âge, parce que sinon il ne vous parle pas. Et en fait, si vous n'avez pas lu déjà le premier et le second testament, et quelques hagiographies, c'est-à-dire vie de saint, vous ne pouvez pas faire, par exemple, de l'histoire de l'art médiéval. C'est pas possible. C'est comme des écoles, et les figures médiévales aujourd'hui sont plus que des stéréotypes. Hein. Le chevalier en armure, le paysan avec sa fourche, la gente dame et son chapeau pointu, le moine bedonnant, et une espèce de poncif comme ça, mais il y a plus, on n'arrive plus à s'en imprégner, il nous parle plus, en fait, parce qu'il y a comme un espèce de voile, et qu'il faut vraiment faire un effort, puisque à moins d'aller vers lui, ou d'avoir été élevé
dans une famille qui était encore ou très catholique ou très portée vers ce genre de choses. C'est extrêmement difficile avec une formation classique, un bac classique en France, à moins d'avoir une passion, d'aller vers ça. Donc le Moyen-Âge aujourd'hui, il est tombé dans l'oubli. Hein, je vous rappelle que les siècles de Clovis et de Charlemagne ont disparu des programmes de 5e, d'accord, et qu'on va plus jamais en reparler à un lycéen. Et donc du mensonge, en fait, on est passé à son effacement pur et progressif, mais pur et simple. Donc, en plus de déraciner le peuple européen en général, et celui de France pour ce qui nous concerne, ce processus d'éradication, pour moi, il est la preuve de la puissance radicale de la pensée médiévale, d'accord. Il serait dangereux aujourd'hui, je pense, pour le peuple de France de se rappeler comment ça fonctionnait au Moyen-Âge, quoi. Que cette période sombre, qui était remplie de communautés villageoises qui décidaient par elles-mêmes, où les femmes pouvaient voter, parce qu'on votait par feu, c'est-à-dire par foyer, que c'était une période de révolte constante, hein, de se rappeler de comment se passaient les jacqueries paysannes, des révoltes urbaines. Il faut quand même se rappeler que pour être prévôt des marchands à Paris, il fallait quand même plutôt savoir nager, parce qu'il y en a 2 ou 3 qui ont été balancés dans la Seine, que cette période d'équilibre des pouvoirs, d'accord, une civilisation agricole, autonome et souveraine, une économie morale, sous la protection des autorités, où le bien commun prévalait sur l'intérêt privé, une période où les paysans ne partaient pas à la guerre, d'accord. Moi, je répète toujours, je remercie vivement la République d'avoir envoyé en pleine moisson toute la jeunesse de France se faire tuer dans les tranchées. Une période où le travail d'un homme nourrissait sa femme, ses enfants et des grands-parents à charge sur un seul ou salaire ou travail. Une période où on se préoccupait du salut de son âme. Vraiment, oui, je pense que c'est assez dangereux aujourd'hui de s'en rappeler. Et je vais vraiment finir par la magnifique phrase de Gustave Cohen, dont je vous ai parlé au début, qui écrivait « Les ténèbres du Moyen-Âge ne sont que celles de notre ignorance ». Je vous remercie. J'ai une question. Est-ce que cette propagande anti-Moyen-Âge existe aussi dans les autres pays d'Europe ? Ça dépend. Les pays de l'Est, pas du tout. Par exemple, alors c'est plus la Tchécoslovaquie, la République tchèque, la Slovaquie, ils font encore des festivals médiévaux, mais qui font le plein. Et c'est encore une culture vivante parce que, bon, même si je suis pas d'accord avec ce genre d'art, il y a beaucoup, par exemple, de groupes de musique un peu techno et tout, qui utilisent encore des pochettes avec l'idée du Moyen-Âge. Et ils sont très portés, ils font des festivals et ils essayent de faire vivre... ils font encore des combats d'épée comme ça. Après... je me suis pas posé la question sur les autres pays. En Italie un petit peu, parce qu'ils ont l'époque romaine et puis ensuite la Renaissance, donc c'est vrai qu'elle est un peu oubliée et reléguée derrière, mais je pense pas qu'il y ait autant de... Dans les pays protestants où justement... Ouais, à mon avis ça doit être ça, oui, parce que par exemple en Allemagne et surtout dans l'Est, ils disent que les chevaliers teutoniques ont tué. Enfin, il y a eu comment ? Il y aurait eu des. Je cherche mes mots. Comment ça s'appelle ? Comme des espèces de croisades contre les païens. Donc, par exemple, c'est assez fort dans les mouvements néo-païens. C'est-à-dire de dire l'Église nous a massacrés, ou alors Charlemagne qui aurait fait tuer en Angleterre, 3500 Saxons qui refusaient de se. Donc, oui, il y a un peu ce genre de choses. Mais non, je vous ai bien lu dans le Jules Steg, tout le concentré est dans les manuels de la Troisième République, quoi. C'est comme ça que ça s'est diffusé, parce que bon, mentir, c'est voilà, tout le monde peut mentir. L'important, c'est que le mensonge soit diffusé à grande échelle. Les Américains ont une sainte horreur du Moyen-Âge. Même quand ils font même des fois les Anglais sont outrés, ils font des films qui se passent en Angleterre, hein, pour voir comment est-ce qu'ils traitent l'histoire. Mais ouais, les films américains, ça passe aussi beaucoup par là. Alors, d'autres questions ? Oui, alors je vais continuer sur la lancée de la question. Justement, est-ce qu'un Sylvain Guggenheim aurait eu le même traitement en Allemagne
en Russie, en Italie, en Espagne. Sylvain Guggenheim, c'est un historien médiéviste, assez brillant, je crois, qui s'est fait connaître notamment entre son ouvrage Aristote au Mont-Saint-Michel, où il a parfaitement démontré que ce que vous avez magistralement évoqué, le magnifique héritage qui n'était absolument pas inconnu au Moyen-Âge des héritages grecs classiques, grecs ou romains. Et je pense qu'il y a une singularité française, il ne faut pas se cacher, pas 50 histoires, j'abonde dans ce qui a été dit. Pour des raisons d'ailleurs connues. La Révolution française. Oui, la Révolution française. Et je pense que, en même temps c'est ma question, mais la fille est née d'église. Je veux dire, et puis le Moyen-Âge a été un moteur. Nous sommes en Bourgogne, on a essaimé les cisterciens, les Cluny. La France a été un moteur à bien des égards. Les croisades, les francs, les Arabes nous appellent toujours les Frangis. Les francs, nous étions. Donc, je pense qu'il y a une singularité. Enfin, bon, c'est en même temps une question, mais est-ce que Sylvain Guggenheim, qui est un symbole de quelqu'un d'honnête, qui a écrit un livre, Charlie Hebdo, il paraît qu'il y avait début janvier, il y a quelques mois, une liberté d'expression totale en France, et puis bon, en fait, on vire même un présentateur de France 2 il y a 2 semaines. Oui. Non, mais en plus, ce qui est intéressant, c'est que j'aime beaucoup le travail de Sylvain Guggenheim sur la culture. Et je veux dire, et en plus, ce qui est intéressant, c'est que tout le côté économique et le libéralisme, en plus, il le voit pas, il l'inscrit pas dans ses études. Donc, c'est quand même pas. Il raconte juste la vérité. Donc oui, il a vraiment un traitement assez. Il a eu un traitement médiatique, mais enfin. Je pense pas que ce soit inhérent à la France ce qui se passe aujourd'hui, mais on est quand même un pays qui est extrêmement vassalisé d'un point de vue des puissances économiques extérieures. Et puis non, mais il y a quand même l'impossibilité de la part de nos élites culturelles qui passent à la télévision qu'il ait pu y avoir quelque chose de bien avant. Parce qu'il faut absolument justifier la Révolution française. Et en plus, aujourd'hui, par contre, donc moi, je pense que ça va commencer à gagner les autres pays. C'est parce que par l'Union européenne, on veut casser la nation et le sentiment d'être français. C'était BHL qui disait tout ce qui est chauvin, béret, baguette, rouge, ça me donne envie. Ouais, béret, bignou. Exactement. Il a aussi dit qu'il fallait réhabiliter Lucifer. Dans une autre vidéo. Alors peut-être peut-on mettre les deux en parallèle, c'est quand même une position assez intéressante. Oui, il y a quand même l'idée, et aujourd'hui, de se fondre dans l'Union européenne. Et alors, bon, j'aurais beaucoup à en dire, mais si j'espère écrire un petit livre à partir de ça. Il y aura une dernière partie sur aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, le traitement à la télévision, c'est le Moyen-Âge, persécuter les minorités. C'est devenu le credo. Vous avez vu Inquisitio, donc on était méchants avec les femmes, qui sont considérées comme une minorité, ce qui est déjà intéressant. On était méchants avec les juifs, on était méchants avec les cathares, on était méchants avec ceci, on était méchants avec cela. Donc il y a vraiment, donc on voit bien que on va projeter notre présent, parce que là pour le coup, il y a encore un siècle, le traitement des minorités n'était pas à l'ordre du jour politiquement, donc on ne cherchait pas dans le passé à s'en servir. Je ne sais pas comment abonder plus dans votre sens. Et puis, de toute façon, le cœur du libéralisme aujourd'hui, Wall Street, c'est sa façade, mais le cœur du libéralisme, c'est la City. Et je veux dire, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais les Anglais nous aiment pas trop. Et nous non plus, on leur rend bien. Et oui, moi je disais toujours, c'est quelque chose que je disais beaucoup, je disais à mes amis qui faisaient de l'histoire, beaucoup faisaient de l'histoire contemporaine, et je leur disais non mais vous pouvez aller vous battre tant que vous voulez avec les Allemands, moi je vous le dis, regardez le Moyen-Âge, la guerre, elle était contre l'Angleterre, et aujourd'hui la guerre économique, elle est contre son rejeton qui sont les États-Unis. Et oui, il y a vraiment une idée de modèle. Il y a une idée de modèle. Je ne sais pas si vous imaginez à quel point notre culture est méprisée à l'étranger par les élites anglaises. Je ne parle pas des Anglais, des Américains, du peuple évidemment, mais je vous parle des élites. Un mépris absolu pour notre culture, pour ce qu'on est, en nous traitant de paysans, qui va complètement avec le fil directeur, c'est l'élitisme. C'est-à-dire que à chaque fois, tout ce qui est populaire, tout ce qui émane du peuple, c'est pas bon. Je veux dire, les physiocrates pouvaient pas imaginer une seule seconde que
la beauté de nos campagnes, elle est liée à un terroir et au fait que les paysans ont, année après année, fait les meilleures récoltes, organisé une jachère, ils ont réussi à gérer les bois, les étangs, je veux dire. Mais l'idée qu'ils aient pu faire ça comme ça, ensemble, petit à petit, c'est pas possible. Il faut que ça vienne... Non, la Révolution française a été, d'un point de vue écologique, une catastrophe. C'est-à-dire que la nuit du 4 août, ils ont décidé que c'était droit de chasse pour tout le monde. Ça a été la folie. Tout le monde est sorti avec son fusil, chassé n'importe comment. Et là, ils ont ravagé les champs. Alors, un an après, ils ont rétropédalé. Ils ont dit on va faire un permis et puis on va délimiter les endroits où on peut chasser. Et les forêts, la gestion des forêts a été une catastrophe. Ils se sont mis à couper toutes les forêts. En Bretagne et en Vendée, ils ont coupé les forêts, ils ont brûlé les forêts parce qu'il y avait les Vendéens et les Chouans qui se cachaient dedans. Et même aux alentours de Paris, sous la Restauration, il a fallu relancer replanter et remettre une espèce de gestion des forêts parce que c'était n'importe quoi. C'est vraiment un espèce de chaos déstructuré, désorganisé, qui s'abat sur une France qui est riche parce que justement elle fonctionne en équilibre et qui est vraiment comme ça pillée. Donc, c'est un système de pillage et de folie. Et il y a un mépris absolu de tout ce qui est populaire et de tout ce qui est... Oui, on n'apprend plus aujourd'hui, à l'école, on ne vous fera pas étudier les poèmes dits de Rudebeuf, qui était en fait un collectif d'étudiants. Rudebeuf, c'était pas... On pense aujourd'hui que c'était des étudiants de l'université de Paris. On vous fera pas lire des choses de Trouvert et de Troubadour. C'est pas accessible. Et c'était la culture du peuple, pour le peuple. Non, aujourd'hui, qui comprend l'art quand vous allez dans une exposition, c'est pas pour vous, quoi. Vous comprenez pas. C'est pas. Donc il y a vraiment une force populaire et réelle dans la civilisation, dans le Moyen-Âge. Et tous les mouvements dont je vous ai parlé, qu'ils soient culturels, politiques ou religieux, le fil rouge qui les unit tous, c'est l'élitisme. Il y a les règles et les normes pour les gens qui sont en haut, et il y a les règles, les normes, la morale pour ceux qui sont en bas. Alors que le Moyen-Âge avait une verticalité. Et il avait une verticalité parce qu'on vivait au moment... C'est ce que je vous ai dit. Quand le seigneur et sa femme et sa famille, ils sont au milieu du village. Quand ils sortent, ils les voient. Aujourd'hui, de quoi on meurt? On meurt du fait que les décisions, elles sont prises à Bruxelles et qu'on ne peut pas y aller, et que les grands groupes multinationaux, ils n'ont pas de visage, ils n'ont pas de chef, ils n'ont pas de... Alors que au Moyen-Âge, aussi, je vous parlais des prévôts de Paris, dont Étienne Marcel, mais ce fut pas le seul à avoir fini dans la Seine. C'est quand il y avait un problème, on savait où est-ce qu'il fallait aller et on chahutait un peu le type. Les révoltes parisiennes, pour ce qu'on connaît, sont d'une violence. Est-ce que vous savez que la porte-maillot, c'est lié à la révolte des maillotins et que les types, ils ont pris 2000 marteaux en plomb et en fer et qu'ils ont été tapés sur la place de Grève voilà, genre nous aujourd'hui avec nos manifestations on fait un peu, j'appelle pas à la violence et à ce genre de choses, mais ce que je veux dire c'est que le peuple écrasé qui ne savait pas quoi faire et qui réagissait pas, c'est pas vrai, c'est aujourd'hui, c'était pas avant. Incroyable, ouais. Oui, le problème aussi c'est que ça a contaminé un peu l'Église. C'est-à-dire qu'un document comme l'imitation de Jésus-Christ, c'est très mal vu dans l'Église. Et c'est pourtant l'archétype du Moyen-Âge. Mais l'Église a été tellement attaquée, je veux dire, entre la Révolution française qui a tué physiquement un très grand nombre de prêtres ou qui a obligé les réfractaires à s'enfuir à l'étranger, et ensuite il y a eu le Concordat, puis là pour passer la loi de 1882, ils ont fallu encore une fois ils suppriment les jésuites et qu'ils excluent les congrégations religieuses avant de pouvoir faire ce qu'ils voulaient. Donc bien sûr aujourd'hui de toute façon l'Église française, elle est d'abord attachée à l'État français, puisque de toute façon, une grosse partie de ce qu'elle perçoit vient des subventions de l'État, et elle est complètement... Tu es sûr de ça? Ah oui. De toute façon, il n'y a plus d'argent pour
par exemple, aujourd'hui, c'est le patrimoine qui s'occupe des églises. Il n'y a pas la possibilité. Ah ouais, mais quand ton église tombe en ruine, c'est les communes qui s'en occupent. Donc, oui, l'église a été soumise, a été matée, et aujourd'hui, c'est une église sous la botte. Hein. Parce que aujourd'hui, les gens disent oui, le peuple français, il se révolte pas. Si, il s'est révolté. Il s'est révolté en 89 et il s'est fait massacrer. Puis ensuite, il s'est révolté en 1830 puis il s'est fait massacrer. Puis il s'est révolté sous la Commune et il s'est fait massacrer. Et ensuite, toute la jeunesse française s'est fait envoyer en 1914, donc dans la Grande Guerre. Donc il y a un moment, faut bien comprendre que les révoltes, les gens qui sont résistants, il y a eu des révoltes et on les a perdus successivement, quoi. Donc c'est toi qui dis que nous sommes des polytraumatisés de ce système, quoi. Donc moi, vraiment quelque chose que je peux plus entendre, ça. Oui, aujourd'hui, on bouge pas, on fait rien. Bah ouais, mais les dernières fois qu'on a bougé, on est mort, quoi. Donc c'est pas moi, je n'ai pas participé directement aux révoltes, j'étais pas née, mais c'est quand même de plus en plus difficile, quoi. Ce qui est, par exemple, il y a quelque chose qui est très beau, et c'est là qu'on voit qu'on est beaucoup plus proche, peut-être aujourd'hui, par exemple, de nos ancêtres, c'est quand on regarde les prénoms. C'est très marrant, c'est que quand on regarde les prénoms Marion au 18e, ou moi dans mes textes, il y a, là je vous l'ai lu, il y a des Renaud, il y a des Jean, il y a des Marie, il y a pas de Paul, mais il y a des Pierre, Françoise, Richard. On a l'impression, alors que quand vous êtes au 19e, vous avez beaucoup de noms complètement, Gracchus Babeuf, Théodore, Casimir, comme Casimir Perrier, ils ont des prénoms complètement bizarres. Et alors que on se sent plus en territoire connu avec les noms du 12e et du 13e siècle qu'avec les noms du 19e. Du 18e jusqu'à la Révolution, les prénoms sont les mêmes qu'aujourd'hui. Ouais. J'ai regardé des milliers de prénoms à travers des livres d'enfants qui rentraient à l'école générale. Il y a des Marie-Claude, Antoine, Françoise, Marie-Françoise, Jeannette. C'est des prénoms qui ont cours encore. Bah, là, j'ai un Michel, un Guillaume, un André. On pourrait totalement être aujourd'hui, hein, Michel, Guillaume, André, on est sûr. Oui, maintenant, il commence à y avoir les prénoms américains, mais quand vous regardez les prénoms du 19e, ils sont... il y a les espèces de prénoms grecs qui sont remis, enfin, ils ont tous des... Comment ? Oui, c'était même pas des noms de naissance, c'était des noms... Numa Fustel de Coulanges, l'historien. Oui, absolument.